Bonjour à tous. Donc, je vais me présenter peut-être un petit peu mes activités là. Donc, voilà. Donc, vous pouvez me retrouver sur Twitter. Là, d'ailleurs, ma petite icône sur Twitter, c'est Gaspard Gustave de Coriolis, de la Force de Coriolis, sur qui j'ai fait ma thèse et dont on parlera là aujourd'hui. Donc peut-être des références qui peuvent vous intéresser. Donc moi j'ai créé divers sites publics à la FMSH, la Fondation Maison des Sciences de l'Homme. Donc une bibliothèque numérique d'histoire des sciences, là c'est la première URL que vous avez. Je vous expliquerai comment ça fonctionne, enfin ce que c'est exactement. Et Culture Génum, c'est une web TV de culture générale. Vous voyez, moi je suis passé des sciences à l'histoire des sciences et petit à petit je fais pas mal d'histoire maintenant. Enfin en tout cas je demande à des collègues de faire de l'histoire dans cette chaîne vidéo. Nous avons une douzaine de vidéos qui sont des vidéos de 50 minutes, voilà, où l'enseignant, ou c'est pas forcément des universitaires d'ailleurs, a le temps de développer son propos sans que ce soit un MOOC et sans que ce soit ces petites confs de 15 minutes là dont je ne trouve pas le format extraordinaire pour ma part, mais bon voilà. Je me suis beaucoup occupé de l'histoire de l'école polytechnique, hein, c'était un peu le sujet de ma thèse. Avec Coriolis, nous y reviendrons, puisque c'est cette période 1795-1840, justement. Enfin, bon, on ne va pas regarder toutes les URL, là. J'écris des livres J'ai commencé par la vulgarisation scientifique, et maintenant j'écris des livres plutôt sur mon... Oula, justement, voilà, sur mes deux thèmes de recherche que je vais vous détailler, là. Donc je suis chercheur associé à l'Université Paris 7, Paris Diderot, et j'ai deux thèmes de recherche, ce que j'ai appelé l'alterscience, c'est-à-dire j'ai un séminaire M2 recherche là, de histoire de la critique de la science, histoire de la critique de la modernité technique. Là, donc voilà, c'est un peu j'écris pas mal sur ces thèmes-là. Et bon, minor parce que j'y consacre un peu moins de temps maintenant, mais justement ma conférence porte là-dessus. C'est l'histoire des sciences en France sur cette période 1795-1840. Alors justement, ce site Bibnum, là, pardon, je vais juste poser ça, et surtout voilà. Ce site Bibnum, bibnum.education.fr, c'est un site que j'ai créé en 2008, là, où je demande à des scientifiques contemporains de choisir un texte qui leur plaît, un texte scientifique ancien, et de le commenter, si vous voulez. Donc là, vous avez le texte ancien, là, Fresnel, la diffraction de la lumière, et là, vous avez le commentaire, hein, là, Jean-Louis Badevant. Alors, on a commencé par les maths et la physique, mais il y a aussi des sciences humaines, il y a de l'anthropologie, il y a de la sociologie, enfin, il y a un certain nombre de... on ne les voit pas, les rubriques, là, mais vous voyez, donc à droite, le texte d'origine, à gauche, le commentaire de ce texte. Hein. Depuis 2008, on a comme ça 160 textes, hein, ce qui n'était pas évident au départ de trouver des auteurs et d'essayer d'avoir comme ça une bibliothèque numérique de textes scientifiques commentés. Et tous ces gens expliquent pourquoi ces textes ont été importants dans leur approche de la science. Hein. Donc Jean-Louis Badevant, c'était mon professeur de physique quantique à l'école polytechnique, là, donc voilà, il explique un peu l'optique de Fresnel. Alors je suppose que c'est des noms avec lesquels vous êtes familier un petit peu quand même, Fresnel, enfin vous connaissez les formules et les intégrales, je pense. Bon, je vous poserai quelques petites questions comme ça au fur et à mesure de la présentation. Alors la présentation, elle sera... Ah oui, il n'y a plus de tableau classique. Elle se fera en trois étapes. La première étape, ce sera en trois parties. La première partie, ce sera sur cette notion d'ingénieur savant de manière la plus générale, de manière assez générale à cette période-là. La deuxième partie sera concentrée sur ce savant Coriolis, là, que j'ai beaucoup étudié, mais qui nous donne une idée de choses plus générales. Et la troisième partie, j'essaierai, elle est plus prospective, de voir qu'est-ce que c'est que la notion d'ingénieur à travers les âges de 1840 à nos jours. Enfin, c'est plus prospectif, là, et j'ouvrirai peut-être le débat là-dessus. Alors, justement,
On va commencer donc par la première partie. La première partie, c'est-à-dire, c'est voilà, cette époque un peu particulière. Hein, donc, 1794, c'est la création par la Révolution, le Comité de salut public, de deux, ce qu'on appelle grandes écoles, enfin bon, qui sont parmi les premières écoles d'ingénieurs, le CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, et l'école polytechnique. Et alors là, je ne sais pas, est-ce que cette figure vous dit quelque chose là? Comme ça, est-ce que vous le reconnaissez? Je ferai des petites devinettes, hein, c'est peut-être pas très marrant, mais enfin voilà. C'est qui? Allez-y. Hein. Voilà, les noms les plus divers peuvent être... Qui ça? Non, c'est pas Fourier, non. Mais j'ai entendu quoi comme nom là-bas? Descartes. Ah non, c'est pas cette époque-là, Descartes. Alors, on va faire comme au jeu, là. Donc, un mathématicien... Général révolutionnaire, c'est pas banal ça. C'est pas Monge. Alors c'est quelqu'un qui a donné son nom, je vais arrêter la devinette, mais c'est quelqu'un qui a donné son nom à tellement de trucs. Il s'appelle Lazare Carnot, donc. Hein. Lazare Carnot, c'est un mathématicien avant la Révolution, hein, et c'est un général révolutionnaire, enfin c'est lui qui fait les... il est membre du comité de salut public en 1794, hein, et c'est lui qui, avec d'autres, avec Monge notamment, a l'idée de la création de cette école polytechnique pour fournir des ingénieurs à cette jeune nation nouvelle qui était la France de la Révolution, et notamment des ingénieurs militaires chargés des poudres, chargés des communications, etc. Donc Lazare Carnot, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que c'était un savant en fait. Hein, donc voilà. Et là, je pense que vous reconnaissez un peu plus facilement, c'est quelques années plus tard, ça. Qui c'est à droite, là? Oui, ah ben, bravo. À gauche, c'est Volta, absolument. Et à droite, c'est qui? C'est facile quand même, là. Ah, il y a des interférences de Fresnel, là. C'est-à-dire que toutes les bonnes réponses se concentrent et s'interfèrent et je n'entends rien. Donc, allez-y. Dites-moi qui c'est à droite. Voilà. Donc, le consul ou l'empereur, je ne sais pas, Bonaparte. Et à gauche, c'est la pile de Volta. Hein, donc, c'est Volta qui présente le fonctionnement de sa pile. Alors, vous le savez peut-être pas, mais c'était vraiment une révolution industrielle, ça, puisque, c'est rien du pointeur, donc l'électricité circule, c'est la première circulation d'électricité, alors qu'avant, l'électricité, c'était surtout il y a de belles pages de l'abbé Nollet décrivant ça, c'était de l'électricité statique, des décharges électriques, et là c'est la première fois qu'avec une pile, l'électricité circule. Alors rien à voir avec ce que ça sera plus tard, avec les machines de Gramme, etc., les machines à aimant, à induction électromagnétique, mais enfin... Et pourquoi j'ai choisi cette... Qu'est-ce qu'il y a de frappant dans cette... Donc là, vous avez un général révolutionnaire qui est de formation mathématique, et là, vous avez un empereur... Même s'il y a eu la légende, voilà, il était membre de l'Académie des sciences, etc., il y a aussi une forme de légende qui s'est créée autour de ça, mais enfin qui s'intéressait à la science, quoi, qui se fait présenter par Volta, cette découverte à l'Académie de la pile de Volta, de sa pile. Donc c'est ça que je voulais vous montrer à travers ces images, montrer cette imbrication entre pouvoir politique et savant à l'époque. Et là, deux autres images. Alors, à gauche, qui ça peut être là? Ah non, là, Descartes c'était avant, Pierre et Marie Curie c'est bien après. Mais j'ai entendu la bonne réponse là. Ouais, Lavoisier donc. Sa femme, dont on dit qu'elle l'a beaucoup aidé, hein, donc. Vous savez ce qui lui arrive, Lavoisier, non? Ouais, il se fait guillotiner à la Révolution. Bon, pour d'autres raisons, il était fermier général, il était très dans l'Ancien Régime. Mais enfin, bon, et à droite, je parlerai des deux en même temps. Après, à droite, c'est un autre à qui il arrive des bricoles aussi pendant la Révolution. Plus difficile à trouver, là, c'est pas son portrait le plus connu. Même année, 1794, l'année de la Terreur. Non, mais on reste dans les scientifiques, là, j'ai pas pris de Danton. C'est vrai qu'ils se ressemblent tous, hein, remarquez, mais... Bon, alors on va dire un philosophe qui a écrit le tableau de l'esquisse des progrès humains.
qui est un des philosophes des Lumières, pas forcément le plus connu, mais un philosophe des Lumières, qui a donné son nom à plein de lycées aussi. Condorcet. Donc voilà, lui aussi il se suicide en prison dans des circonstances pas très bien élucidées en 1794. Voilà, donc pourquoi j'ai choisi ces deux-là? Parce que justement chez Lavoisier, chez Lavoisier, il y a cette nouvelle étape, ce que Gaston Bachelard, le philosophe des sciences, appellera la formation de l'esprit scientifique, c'est-à-dire que avant Lavoisier, la science elle est très descriptive, c'est-à-dire que quand vous lisez des livres de sciences du XVIIIe siècle, c'est très narratif, c'est pas formalisé du tout, tandis que Lavoisier, vraiment avec la chimie, la constitution de la chimie, il arrive à formaliser, c'est ce que Bachelard appelle la formation de l'esprit scientifique, à formaliser une science donc avec des formules. Enfin, à l'époque, on n'est pas encore conscient de ce qu'on confond les atomes et les molécules, on n'est pas sûr que les atomes existent, mais il y a une formalisation de notation scientifique à l'époque, au moment de Lavoisier. Donc tout ça pour vous dire qu'il se passe pas mal de choses en sciences à ce moment-là. Et un autre élément, un autre épisode que vous avez, c'est la campagne d'Égypte. Donc vous connaissez ce que fait Napoléon, enfin Bonaparte à l'époque, la fameuse phrase là, du haut de ses pyramides, etc. Et donc la campagne d'Égypte, c'était plutôt un échec du point de vue militaire d'ailleurs, c'est pas tellement Napoléon l'a retourné en sa faveur, enfin là c'est pas trop mon domaine, mais c'est aussi une expédition scientifique. Donc vous avez un journal, une revue scientifique qui s'appelle la Décade égyptienne, journal littéraire et d'économie politique, mais ça va être, je vais lire avec vous là. Donc mémoire sur le phénomène d'optique connu sous le nom de mirage par le... tiens, c'est intéressant de savoir ce qui est écrit là. Bon, j'arrive pas à voir, mais... Donc Gaspard Monge, 1799, il analyse ce phénomène d'optique qu'est le mirage. Si vous voulez, le mirage dans le désert égyptien. Et donc vous avez comme ça, c'est pour vous montrer une autre illustration de la façon dont la science est associée à l'épopée politique de l'époque. Donc vous voyez, si on lit, c'est intéressant, quoi. Donc ce phénomène. Bon, maintenant on voit plus couramment des mirages sur les routes goudronnées, etc. On est un petit peu plus familier avec ce phénomène, mais à l'époque, ils n'étaient pas du tout familiers avec ce phénomène. Et donc, c'est une des premières explications du phénomène optique du mirage que vous avez là, à cette époque-là. Et je pense qu'il est toujours utile de regarder ces textes anciens qui nous apportent beaucoup. Un autre... alors là, vous avez justement des gens comme Fresnel, comme on a vu tout à l'heure, là, étaient utilisés, c'était des polytechniciens, membres du corps des ponts et chaussées, et avant de faire de la science, ils étaient affectés dans ces circonscriptions des corps des ponts et chaussées, et par exemple, le port de Cherbourg, c'était très important sous Napoléon, c'était ce qui assurait le blocus de l'Angleterre, donc le port de Cherbourg, c'était vraiment un aspect militaire très important, donc c'est là qu'étaient employés les ingénieurs dont je vais vous parler, enfin un certain nombre d'ingénieurs dont je vais vous parler, à dresser les plans, à faire les fortifications, etc. Dans l'esprit de ce que je vous disais tout à l'heure, de Lazare Carnot, d'avoir des ingénieurs militaires en quelque sorte à l'époque. Alors justement, je vais introduire cette notion d'ingénieur savant, mais je voulais vous donner comme ça quelques illustrations. Pardon, je vais juste prendre un verre d'eau. Alors, je vais vous donner la définition des ingénieurs savants, mais on va y revenir. Et vraiment, ça a été inventé par un
philosophe des sciences britannique que j'ai connu, enfin, qui est mort en 2014 malheureusement. J'aurais pu mettre son nom, excusez-moi, il s'appelle Ivor Grattan-Guinness, 1941-2014, qui a vraiment écrit des choses tout à fait intéressantes sur cette période. Et donc, voilà un petit peu cette définition. Donc, c'est des ingénieurs savants, c'est-à-dire ça marche dans les deux sens entre ingénieur et savant. Alors, dans le sens savant vers ingénieur, c'est un sens qui est plus connu, donc c'est des gens qui ont fait par exemple l'école polytechnique et qui appliquent leurs connaissances scientifiques aux techniques et métiers, aux nouvelles techniques, aux nouveaux métiers nés de la révolution industrielle. Hein, donc, ils sont savants et ils appliquent, ils deviennent ingénieurs. C'est un peu ce que vous ferez aussi. Vous avez fait des études scientifiques et vous serez ingénieur. Maintenant, c'est un sens qui paraît évident. Je vous montrerai tout à l'heure que ce n'est pas si évident que ça. Alors l'autre sens, il l'est encore moins, et c'est ça qui est très intéressant dans cette époque, dans le sens ingénieur vers savant, c'est-à-dire que à l'époque, comment dire, la technique précède la science. Et ça, j'aimerais... tiens, c'est Jean-Marc Lévy-Leblond, quoi. Je crois que vous aurez aussi dans ce cycle-là qui détaille bien cette idée-là. La technique précède la science. Alors, est-ce qu'on peut trouver un exemple de ça? C'est pas facile à trouver, là. Les quoi? Je connais pas, ouais. Ah, oui, bon, alors je pensais moi plutôt à la machine à vapeur de Watt, qui, quand elle fonctionne, n'est pas vraiment expliquée scientifiquement. Qu'est-ce qui va expliquer, quelle science va expliquer la machine à vapeur de Watt? C'est à peu près 1780. Et a priori, elle n'est pas tellement expliquée scientifiquement. Quelle est la science qui va expliquer la machine à vapeur de Watt? Ouais, la thermodynamique. Donc, si vous voulez, et la thermodynamique, elle apparaît avec quelqu'un, justement, un des ingénieurs savants dont on va parler, Sadi Carnot. Sadi Carnot, qui est un polytechnicien, le fils du Lazare Carnot dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça ne doit pas être facile d'être le fils de Lazare Carnot, mais Sadi Carnot, c'est un type tout à fait remarquable, qui meurt jeune. D'ailleurs, l'épidémie du choléra à Paris en 1830, ou 32, je ne sais plus. Mais donc, c'est pour vous donner une image, un exemple d'ingénieur vers savant. C'est-à-dire que tous ces nouveaux métiers, la machine de Watt, l'hydraulique, les moulins hydrauliques, les machines à vapeur, tout ça, ça va constituer de nouvelles branches de la science. Voilà, donc à la fois, on faisait fonctionner de nouveaux outils et il va y avoir une théorisation du fonctionnement de ces techniques dans des nouvelles branches scientifiques. C'est ça que je voudrais vous faire comprendre, c'est dans le sens ingénieur vers savant, c'est-à-dire que c'est des gens qui, avec des industriels, voient fonctionner des nouveaux systèmes et vont en faire toute la théorisation. Hein, donc c'est ce sens-là qui me paraît tout à fait intéressant à cette époque. Donc ce sont des ingénieurs et ils créent de nouvelles branches scientifiques. Je vous prendrai un autre exemple, avec Coriolis on le verra bien. Vous avez quelqu'un qui s'appelle Gabriel Lamé, et je ne sais pas si ça vous dit quelque chose en mécanique, non? Je ne sais pas s'ils étudient ça, les coefficients de Lamé, je ne sais pas si ça s'étudie toujours. Bon ben voilà, donc en résistance des matériaux, comme ça, vous voyez, à partir de l'étude des constructions, il crée cette branche qui s'appelle la résistance des matériaux, qui est quelque chose que vous étudiez. Hein, donc c'est à ce moment-là que tout ça se fait. Hein, et ce sens ingénieur vers savant me paraît tout à fait intéressant. Alors on en a parlé, ça c'est la machine de Watt, hein, donc la technique précédait parfois la science. Hein. Alors là voilà, bon là c'est un peu peut-être abscon, mais c'est extrait de cet article du philosophe des sciences britannique dont je parlais tout à l'heure. On ne va pas éplucher tous les noms, mais c'est dans son article, il classe « Les ingénieurs savants sont ici ». Et là, vous avez des scientifiques plus classiques, finalement. Hein. Ça, ce sont les ingénieurs savants, ceux qui font ces allers-retours entre la technique et la science. Alors, on va commencer par cela. Alors, par exemple, là, je ne suis pas d'accord, Lamé, il devrait être ici, par exemple. Mais mon Lamé, il a eu deux périodes dans sa vie.
on y reviendra tout à l'heure. Là, vous avez des mathématiciens et physiciens très classiques qui ont fait que des formules et de la science classique, quoi. Donc, vous connaissez leurs noms, Cauchy, Fourier, Laplace, doit y avoir Lagrange aussi, bon voilà, Poisson. Et là, vous avez ces ingénieurs savants, donc je vous ai parlé de Lazare-Carnot, Clapeyron, c'est un de ceux qui crée la thermodynamique aussi, Coriolis, on va en parler, Girard, c'est un ingénieur des ponts et chaussées, Hachette, c'est, bon, Monge, il est très connu aussi, Navier, c'est le créateur de l'hydraulique, hein, donc, vous voyez, c'est ça, cette idée d'avoir ces ingénieurs savants, là, sur la colonne de gauche, tels que les voit Grattan-Guinness. Bon, ben, Sadi-Carnot, je vous ai donné l'exemple, là. Donc, je ne sais pas, en thermodynamique, vous connaissez le cycle de Carnot. Enfin, c'est quand même pas totalement évident quand la machine de Watt sort, en 1780, l'explication du cycle de Carnot, elle arrive 40 ans plus tard, en gros. Donc voilà, et ben pareil, donc quelqu'un qui s'appelle Navier, j'y reviendrai peut-être là, donc à la limite on ne connaît même pas son prénom. Si vous cherchez sur internet et que vous me trouvez le prénom, Wikipédia dit Claude Henri, un troisième prénom, et c'est pas évident de trouver. Or, c'est un nom que vous connaissez, hein, je pense qu'en hydraulique vous connaissez les formules de Navier-Stokes. Je pense qu'il. Donc voilà, bah, c'est aussi un ingénieur savant. Pourquoi j'ai mis des photos de nuages? Parce que en météorologie, les formules de Navier-Stokes sont utilisées en météorologie, loin du domaine d'application qu'imaginait Navier, d'ailleurs au départ, qui se contentait de l'hydraulique des cours d'eau, en fait. Et c'est valable aussi pour des formations météorologiques. Alors je vais aborder Coriolis, là. Des questions sur cette première partie? Donc voilà, Coriolis. Certains qui trouvent qu'il me ressemble, enfin là... donc, on va regarder un petit peu quelle était son œuvre. Ouais, on va commencer par ça d'ailleurs. Je reviendrai en arrière. Donc la force de Coriolis, vous voyez ce que c'est? C'est des choses avec lesquelles vous êtes familière, ça? Enfin, vous avez entendu parler de la force de Coriolis quand même, non? D'accord, ok. Donc elle est à l'origine, par exemple, bon, déjà, par exemple, elle n'est pas à l'origine du sens d'écoulement dans les lavabos, contrairement à ce qu'on peut penser, quoi. Contrairement à ce qu'on entend, je veux dire, parce qu'elle est 10 000 fois plus faible que la force de gravitation. Donc dans un lavabo, ça n'a aucun sens. Bon, si on vidait tout le lac de Genève, éventuellement, il y aurait peut-être un effet Coriolis au bout d'un certain temps, mais sûrement pas sur un lavabo. En tout cas, sur les formations météorologiques, comme les cyclones, bon ben voilà, alors là, je ne sais jamais dans quel... Enfin, celui-là, il s'enroule comme ça. Donc je ne sais plus si c'est l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, et celui-là, il s'enroule dans l'autre sens. Hein. Donc, attendez que je ne me trompe pas. Celui-là, il s'enroule comme ça, c'est-à-dire dans le sens trigonométrique, et celui-là, il s'enroule comme ça, c'est-à-dire dans le sens anti-trigonométrique, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ça, c'est hémisphère nord ou sud, excusez-moi, j'ai plus la... Et ça, hémisphère sud ou le contraire, donc. Hein. La force de Coriolis, elle est aussi responsable de la... Qu'est-ce qui a déjà vu un pendule de Foucault fonctionner? Ah oui, quand même, ouais. Il y en a dans la région des pendules de Foucault, on va remarquer, on n'est pas forcé de le voir dans la région, mais à Paris, il y en a 4 ou 5. Hein. Donc le pendule de Foucault, il montre la rotation de la Terre, c'est-à-dire sur une rotation entretenue, comme ça, tac, 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 petit à petit, le pendule, il va se déplacer, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça, au fur et à mesure de la journée, au fur et à mesure que le temps tourne, le temps passe. Hein. C'est-à-dire sur un mouvement totalement entretenu, hein, c'est-à-dire en haut, et donc ça traduit le fait que c'est pas facile totalement à expliquer d'ailleurs, ça traduit le fait que la masse ici tourne à une vitesse différente du haut.
de l'endroit où il est accroché. C'est-à-dire que comme c'est beaucoup plus haut, là, enfin beaucoup plus haut, c'est sensible, la vitesse de rotation de la Terre, là, la vitesse radiale, elle est un peu plus forte ici que là, et ça se traduit par un décalage de la façon dont le pendule de Foucault tourne, et ça permet de mesurer la latitude d'ailleurs. Hein. Le pendule de Foucault permet de mesurer la latitude. Donc la force de Coriolis, elle est responsable de ça aussi. C'est le pendule de Foucault est soumis à une force de Coriolis qui fait que petit à petit, il va tourner en quelque sorte, quoi. Il y a aussi, j'aurais pu le mettre, un autre effet de la force de Coriolis, mais ça, vous ne connaissez plus ça parce que ces manèges n'existent plus là. C'était des manèges, vous en trouvez un au Palais de la Découverte, mais avant vous les trouviez dans les fêtes foraines. Alors, sous le Palais de la Découverte, c'est sous haute sécurité là, mais ça illustre. C'était des manèges où vous étiez sur un espèce de grand tambour. Et vous étiez sur les parois avec un fond, là, vous colliez contre la paroi, et puis on faisait tourner très vite le grand tambour. Je vous parle de manège de fête foraine. Là. On faisait tourner très vite le grand tambour, et puis à un moment, il baissait le plancher. Qu'est-ce qui se passait là? On décollait. Non, pas vraiment, non. Ouais. Ouais, on restait collé, donc c'est le contraire. Voilà, on restait collé à la paroi par l'effet de la force centrifuge. Donc on restait collé à la paroi. Alors vous comprenez que c'est des manèges, point de vue principe de précaution, maintenant c'est pas tout à fait évident parce que une petite panne dans le système peut provoquer quelques dommages. Mais donc moi je me souviens des manèges comme ça encore assez récemment. Donc ça c'était la force centrifuge et Coriolis va théoriser ça. Mais surtout, après, on remettait le plancher. Il y avait une deuxième expérience qui était tout à fait étonnante. On arrêtait, le manège s'arrêtait petit à petit. Et puis, on vous demandait, enfin, après, il tournait à une vitesse assez raisonnable. On vous demandait de rejoindre le centre. Et ça, c'était tout à fait étonnant, ça. Et qu'est-ce qui se passait, à votre avis, à ce moment-là? On vous dit, il y a l'axe du manège au centre, allez le toucher. Pas quand il était à grande vitesse, évidemment, mais à vitesse où vous pouvez vous promener sur le plateau. Qu'est-ce qui pouvait se passer à ce moment-là? C'est pas facile à trouver, ça, tant qu'on ne l'a pas expérimenté soi-même. Vous l'avez au Palais de la Découverte? Oui, allez-y. Ouais, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à rejoindre le centre. C'est-à-dire que vous avancez et vous allez, à chaque fois, vous allez sur la gauche, quoi. Et c'est tout à fait étonnant, c'est l'effet de la force de Coriolis, ce qu'on appelle la force centrifuge composée, la deuxième force de Coriolis, dont je parlerai tout à l'heure. Alors, vous n'êtes pas forcé, vous aussi, vous lancez, on vous disait, lancez un ballon à quelqu'un qui est diamétralement opposé. Et vous aviez beau vous appliquer, le ballon partait toujours à gauche. Vous visiez. Après, évidemment, vous pouvez corriger complètement, mais si vous visez la personne qui est en face de vous, diamétralement opposée, le ballon partait toujours à gauche. Donc voilà des petites applications de la force de Coriolis qui me paraissent... Voilà. Et par ailleurs, Coriolis, il fait, j'y reviendrai, toute une théorie du jeu de billard. Hein, j'y reviendrai là-dessus. Alors pourquoi il illustre un peu notre notion? Oui, c'est ça que je voudrais vous expliquer là-dessus aussi. Bon, ça c'est une roue de moulin. Oui, d'accord. Les roues de moulin, ça servait à quoi à l'époque là? Parce qu'on a l'impression moulin égale farine égale pain. Enfin, les roues de moulin, est-ce que vous avez visité d'anciennes usines? Ça vous est arrivé, ça? Je ne sais pas s'il y en a dans la région, mais les roues de moulin, ça entraînait des arbres. Enfin, des arbres, quand on dit d'arbres, c'est des arbres de machines. Enfin, des arbres de machinerie, on va dire. Avec des espèces de, comment on appelle ça, des poulies, oui, enfin des... Ah, comment dans les voitures, là? Ouais, non, mais le machin, là... Des courroies, merci. Des courroies qui entraînaient d'autres arbres, du coup, et les arbres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient tourner des arbres de machine, par exemple, à tisser, si vous voulez. Hein. Donc, quand on dit moulin, c'est l'énergie hydraulique appliquée, pas pour faire de la farine, mais pour... faire des métiers à tisser, etc. Vous avez
moi, dans la région de Saint-Étienne, on visite encore des usines comme ça. Moi, j'étais cet été à Manchester, c'est là que ça a commencé d'ailleurs. Et sur les cours d'eau, vous aviez comme ça des usines. Alors pourquoi donc qui faisaient fonctionner des machines, enfin des roues qui faisaient fonctionner des machines. Et justement, ça c'est ce qu'on appelle, c'est là que Coriolis intervient, qui va théoriser le mouvement en question, parce que son collègue polytechnicien, lui aussi Poncelet, avait reçu un prix de l'Académie en 1825 pour avoir expliqué le fonctionnement de la roue. Mais Coriolis va trouver une erreur, c'est-à-dire qu'il y avait un oubli majeur dans ce qu'avait fait son collègue Poncelet. Et c'était quoi? C'était le fait que, vous voyez, la goutte d'eau, quand elle est sur l'aube, ça s'appelle une aube, ça s'appelle la roue à aube courbe. Hein, vous voyez, donc c'était une invention de Poncelet. La roue à aube courbe, elle améliore le rendement par rapport à la roue à aube plate. Je n'ai pas la photo de la roue. Vous voyez ce que c'est une aube plate? Avant, c'était des aubes plates en bois. Elles n'étaient pas courbes comme ça. Et le rendement était moins bon. Et Poncelet démontre que le rendement est meilleur, ce qu'on appelle l'amener d'eau. Et au moment où le rejeté d'eau, la vitesse doit être pratiquement nulle. Ça veut dire que toute l'énergie est allée dans la roue. Si la vitesse est totalement... Si la vitesse de la goutte d'eau... Vous voyez, la goutte d'eau, elle va... C'est le mouvement de la goutte d'eau qui fait le mouvement de la roue. Et si la goutte d'eau arrive là, quand elle quitte l'aube, elle doit avoir une vitesse nulle. C'est là qu'il y a le meilleur rendement, si vous voulez. Donc, tac, juste l'aube la dépose simplement dans la rivière après. Bon, enfin, tout ça pour vous dire que Poncelet avait fait une erreur qui était la suivante, qui était qu'il avait étudié les trajectoires, mais il avait oublié l'impact du mouvement de la roue sur l'aube, parce que la roue tournait aussi. Et qu'est-ce qui se passe quand... Donc il avait fait ses calculs, bien évidemment, quand l'aube était là, c'était pas pareil que quand c'était là, évidemment. Mais il avait oublié quoi? Qu'est-ce que ça provoque, le mouvement ici? C'est comme dans le manège, ça provoque une... Ben, c'est plus la première, là, c'est celle qui nous plaque sur le mur, mais que Coriolis va théoriser aussi, parce que je ne connais pas d'autres théorisations des forces centrifuges avant Coriolis. Hein, c'est-à-dire, vous avez une force centrifuge, si vous voulez. La roue tournant, vous avez une force centrifuge qui s'applique à n'importe quoi qui est dans l'aube ici. Et donc Poncelet, il avait oublié ça. Il avait fait des bons calculs, hein, si vous voulez, mais il avait oublié le fait qu'il y avait une force qui s'appliquait, une force centrifuge. Donc, si vous voulez, c'est pour vous montrer que c'était des choses tout à fait assez peu connues à l'époque. Hein. Et donc, Coriolis rectifie les calculs de la force, ce qu'on appelle la force de Coriolis. C'est vous qui avez répondu. Tiens, je peux le faire là comme ça, ou c'est que... la force, j'y reviendrai parce que la force de Coriolis telle qu'elle est connue maintenant, ça s'appelait, lui il n'a pas appelé Coriolis, il n'a pas appelé son truc, je vais appeler ça la force de Coriolis, ce sera assez prétentieux, donc il appelait ça la force centrifuge composée, et composée parce que c'est un produit vectoriel. Mais c'est lui qui parle de la force centrifuge aussi de base, hein, telle que vous la connaissez, hein, donc, et c'est comme ça qu'il rectifie le mouvement le calcul de Poncelet sur l'aube, sur le mouvement de l'eau dans l'aube. Et tout ça pour vous dire que si Poncelet faisait le calcul de ça, c'est parce qu'il y avait des industriels qui utilisaient ces aubes, ces roues, hein, je l'ai dit tout à l'heure, dans des usines, et qu'il fallait améliorer le rendement et rentabiliser l'usine d'une certaine manière, mais rentabiliser le matériel en tout cas, améliorer le rendement. Donc ça illustre très bien ce que je disais tout à l'heure, à savoir le fait qu'à partir des techniques, on va trouver de nouveaux concepts scientifiques comme la force centrifuge. Et ce que je voudrais vous montrer, enfin je ne sais pas si vous êtes sensible à ça, mais c'est que ça apparaît comme un tout petit problème, mine de rien. Corriger quelqu'un qui s'est trompé dans la roue à aube courbe parce qu'il a oublié une force, etc. Et à partir de ça, à partir de ce concept scientifique de force centrifuge, ça va donner des trucs comme le pendule de Foucault, etc.
ça va expliquer le pendule de Foucault, etc. C'est comme Navier, ce cours d'eau et les nuages, c'est-à-dire que c'est des domaines d'application auxquels il ne pensait même pas. Coriolis, il meurt en 1843, le premier pendule de Foucault, c'est en 1851. Et encore, on met 6 ou 7 ans avant de comprendre que c'est la force de Coriolis, de Laroux ou de Poncelet qui est utile, qui explique la rotation du pendule de Foucault. Donc c'est des gens qui vont trouver des concepts scientifiques très généraux, et la force de Coriolis est un concept scientifique très général, à partir de problèmes techniques très particuliers. Si vous devez retenir un truc, c'est ça que je voudrais vous faire comprendre. Donc ces ingénieurs savants vont trouver des concepts scientifiques très généraux. Hein, la force de Coriolis, moi quand je suis... Tiens, faire un peu de pub là, quand j'ai sorti mon bouquin sur Coriolis, le mystère Coriolis, ça c'est un titre d'éditeur, mais bon, eh bien, j'étais invité à la tête au carré de France Inter, à côté de moi, il y avait un astrophysicien qui disait, ben oui, la force de Coriolis, dans l'atmosphère des planètes lointaines, j'étudie ça en permanence, enfin, ça... Et donc, si vous voulez, donc, à partir de ce petit truc qui est la façon dont se meut une goutte d'eau dans l'aube de la roue d'un moulin, ça fait beaucoup de eh bien, on a des questions scientifiques, des domaines d'application scientifique beaucoup plus généraux que ne l'avait imaginé le concepteur même du sujet. Est-ce que je me fais bien comprendre là sur ce point-là? C'est en ce sens que je voudrais vous faire comprendre comment ces gens sont ingénieurs savants, c'est-à-dire dans le sens ingénieur savant, c'est-à-dire qu'à partir d'un petit problème technique, ils vont créer un concept scientifique qui par la suite aura même des applications, des domaines scientifiques beaucoup plus importants que ce qu'ils pouvaient imaginer. Hein, et c'est particulièrement vrai avec la force de Coriolis. C'est pour ça que je l'utilise pour illustrer ça, et puis comme c'est un sujet que je connais bien. Bon, alors sinon, Coriolis, c'est aussi l'inventeur de la notion de travail. Hein, c'est quoi la notion de travail, tiens, scientifiquement parlant, là? W égale, c'est marqué, non? Non, c'est pas marqué, ça tombe bien. W égale. Allez-y, lancez un truc, c'est pas très compliqué. Hein. W égale. Ouais, force multipliée par. Ouais, on va dire FDS hein, pour simplifier, enfin je ne sais pas si ça simplifie beaucoup. Donc W égale FDS, hein, enfin c'était la notation qu'il utilisait lui, hein, donc je la prends. Donc je vais vous montrer comment il invente la notion de travail, ça je voulais à peu près montrer, ça on y reviendra. Et puis ça, on regardera la vidéo tout à l'heure là pour remotiver tout le monde, là, où on demandera à Jean-Marc de nous faire une démonstration de billard. Non bon ça je vous l'ai dit déjà. Voilà. Alors, en 1826, l'Académie des sciences elle lance un concours, de la même manière que Poncelet avait gagné pour sa roue auparavant, et dit il faudrait trouver une appellation à cette quantité FDS qui nous ennuie pas mal quand même, et on n'arrive pas à trouver une appellation. C'était appelé vraiment n'importe comment. Ça, je vous garantis, moi j'ai étudié un peu le sujet là. C'était appelé par Carnot, ça s'appelait le moment d'activité. Par Coulomb et Navier, la quantité d'action, par Monge, l'effet dynamique, enfin ça partait dans tous les sens, quoi. Hein. Donc, et Coriolis propose assez bêtement, plutôt assez simplement, le mot travail. Hein, et il va montrer que ça correspond à l'acception usuelle du mot travail. C'est ça qui est intéressant dans son texte, Coriolis, c'est qu'il donne une correspondance physique, scientifique, entre le mot travail tel qu'il le propose pour FDS et le mot travail tel que vous le faites, ou plutôt quand vous remuez, quand vous sciez du bois, c'est ça les exemples qu'il prend, et je vais vous montrer comment il fait ces exemples. Donc, il va essayer de montrer que c'est une grandeur mesurable, et justement, il va montrer que la mesure qu'il propose, il va montrer que le FDS est proportionnel au travail au sens courant. Hein, notamment, il va montrer que le FDS dans une machine est proportionnel par exemple, à la longueur de laminage d'une barre de fer, etc., à la réduction d'épaisseur par laminage d'une barre de fer, etc. C'est ça qui est intéressant dans sa démarche, c'est qu'il va théoriser des concepts assez... des choses qu'on voit, des phénomènes techniques que l'on voit, en montrant que le travail
la quantité FDS est directement proportionnelle au travail au sens économique du terme. Il fait une correspondance entre l'aspect scientifique et l'aspect économique. Bon, là, ça passe peut-être pas trop ma notion, là, mais j'essaye de vous faire toucher du doigt ça. C'est pas toujours facile à expliquer comme ça, mais je vais vous donner une autre image, peut-être, qui est plus parlante encore, qui est le frottement, tiens. Quelque chose d'assez remarquable dans le texte de Coriolis de 1827, c'est qu'il fait l'analogie. Il dit c'est une grandeur, FDS c'est une grandeur qu'on va appeler travail. Il dit c'est une grandeur physique, on va faire l'analogie avec le volume. Quand vous divisez une planche, une bûche de bois ou un billot, vous perdez par frottement de la scie, vous perdez la suure. Hein, vous êtes d'accord, vous perdez de la matière, vous perdez la suure qui est l'empreinte de la scie sur la bûche ou le billot. Donc, il dit c'est une perte de volume. Hein, quand vous avez découpé une bûche en deux, le volume grand A de la bûche se fait en volume B et en volume C des deux morceaux que vous avez coupés, et B plus C n'égale pas A, puisqu'il y a une perte de suure, ça s'appelle d'ailleurs la suure, c'est-à-dire l'empreinte de la scie. Il va dire pour le travail, c'est exactement la même chose. Le frottement des engrenages, on perd en quantité de travail à cause du frottement des engrenages. Il va faire la comparaison de la même manière pour montrer que c'est une grandeur physique, que c'est une grandeur mesurable. Donc, voilà, je vous montre un petit peu ce qu'il écrit. Ça, c'est son écriture. Hein. Je l'avais mis dans un article pour La Science. Vous voyez, c'est quand même assez important, je trouve, de dire « Je proposerai de donner à la quantité en question le nom de travail. Ce mot ne fera confusion avec aucune autre dénomination mécanique. Il me paraît très propre à lui donner... Hein. Elle conserverait ainsi à ce nom une acception commune. » Alors, dans le sens de travail physique, l'idée de force et de chemin y est attachée. Bon, ça, j'y reviendrai sur cet aspect-là. Donc, propre à désigner la réunion des deux éléments, chemin et force. Et c'est en ce sens que, justement, c'est des théoriciens, ces gens-là. À la fois, ils sont ingénieurs, mais ils sont savants, c'est-à-dire qu'ils sont théoriciens. Il fait toute une théorie du travail. Hein. Bon, on va passer peut-être un peu vite parce que c'est peut-être d'anciennes formules qui vous disent pas forcément grand-chose, mais enfin, moi, elles me parlent beaucoup, mais on va aller un peu plus vite là. Qu'est-ce que c'est qu'une théorie? Tiens, on va faire un peu d'épistémologie quand même. Qu'est-ce que c'est qu'une théorie? Est-ce que vous êtes conscient, on va faire en science, le mot théorie est beaucoup plus fort que dans le langage courant. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Quand on dit théorie de la relativité, théorie quantique, ou même, moi là je dis théorie du travail, c'est beaucoup plus fort que dans le langage courant. Dans le langage courant, on a tendance à dire c'est très théorique, c'est presque péjoratif d'entendre ça dans le langage courant, c'est très théorique. En science, en épistémologie, il y a vraiment théorie, ça veut dire, c'est pas une élucubration, c'est un système d'idées validé, le plus possible validé par l'expérience. C'est ça qui est assez fort en science. Ce terme théorie a une acception assez différente du langage courant, je trouve. Hein. Donc, en quoi est-ce une théorie du travail, ce que fait Coriolis? Ben, d'abord, il décline le terme travail moteur, travail résistant. Hein. Chez Carnot, c'était des périphrases genre moment d'activité exercé par les forces résistantes. Enfin, vous voyez, donc travail résistant, c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus concis. Alors maintenant, le principe de la conservation des forces vives. Alors ça, c'est quelque chose, on peut s'y arrêter 2 minutes parce que c'est un truc qu'on a complètement oublié. Les forces vives, c'est ça là. Qu'est-ce que vous connaissez maintenant là-dedans? Vous écririez quoi là, vous? Au lieu d'écrire ça, vous écririez quoi? Ouais, allez-y, oui. C'est ça, c'est gardez ça et rajoutez juste un truc. Oui, allez, vous l'avez dit là. Quoi? Ouais, c'est ça. Donc vous rajouteriez un demi. Mais à l'époque,
à l'époque, tous les savants, Lagrange, Laplace, etc., ils raisonnaient sur les forces vives MV2, notion qui a totalement disparu et qui est assez théorique, enfin théorique au sens commun du terme, là, assez abstraite, on va dire, pour pas créer de confusion. Et donc, Coriolis, il fait une innovation tout à fait étonnante. Il dit, je propose le terme 1,5 de MV2 au lieu de MV2. Et d'ailleurs, ce n'est pas une simple innovation arithmétique, ni même pédagogique, c'est à mon sens une deuxième innovation majeure, parce que avant on appelait le principe des forces vives, vous voyez les forces vives à la fin, moins les forces vives au départ, initial, égale 2 fois le travail effectué. Et ce 2 était bizarre, là, si vous voulez, il venait comme un cheveu sur la soupe. Si vous mettez, c'est maintenant comme ça qu'on travaille, on met le 2 en dénominateur ici, et ça devient totalement différent. Si vous voulez, c'est une ébauche de la notion d'énergie cinétique, 1,5 de MV2, par Coriolis à ce moment-là. Alors il faut dire que ce qu'on appelait les géomètres, vous savez ce que c'était les géomètres Tiens, qu'est-ce que ça peut vouloir dire les géomètres? C'est un terme en français qui a été employé très longtemps dans une acception qui n'est pas tout à fait la nôtre actuellement. Qui est-ce qu'on appelait les géomètres, à votre avis? Ouais? Des idées? Les géomètres, c'était les mathématiciens, ce qu'on appelle maintenant les mathématiciens. Pendant très longtemps, ils ont été appelés les géomètres de Descartes jusque dans ces années-là encore, on parle de géomètres. Hein. Quand Pascal parle de l'esprit de géométrie et de l'esprit de finesse, l'esprit de géométrie, c'est l'esprit mathématique. Donc les géomètres, tout ça pour vous dire, c'est pour ça que j'ai mis entre guillemets, continueront à parler jusqu'en 1900 de MV2, des forces vives, si vous voulez. Donc il y a eu une hystérésis. Or, on voit que voilà, dans les papiers de Coriolis, il y a cette formule et il dit on ferait mieux de mettre le 2 là, ça expliquerait bien des choses. Et d'ailleurs, on a l'équivalence que le travail, c'est égal à l'énergie cinétique, enfin la différence des énergies cinétiques, et c'est égal à, ça s'appelle comment ça? Ça porte un autre nom, ça, là, ce terme? Allez, voyons. L'énergie potentielle, voilà. Donc là, une fois que vous avez, si vous voulez, vous avez la théorie du travail, quoi. Vous avez le travail est égal à l'énergie potentielle, est égal à l'énergie cinétique, et tout ça se mesure les mêmes grandeurs, en quelque sorte. Hein? Tandis que là, quand vous avez le 2 ici, vous ne comprenez pas très bien ce que ça mesure, en fait. Voilà, une fois que vous avez dit que c'est des forces vives, bon, voilà... vous êtes un peu bloqué. Tandis qu'une fois que vous avez mis le 1,5 ici, ben voilà, ça explique que, allez, 50 ans plus tard, on fera l'équivalence, le travail, énergie potentielle, énergie cinétique. Des questions là-dessus, là, je vous fais un peu de prospective, mais tout ça était en germe à ce moment-là. Hein. Alors malheureusement, Coriolis ne prononce pas le mot d'énergie, c'est toujours pareil. Hein. Il y a des scientifiques comme ça qui inventent des trucs, mais qui ne remettent pas en cause le paradigme. Hein. Donc on est un peu dans ce cas-là. Là. Il a cette idée de 1,5, qui à mon avis n'est pas qu'une innovation pédagogique, ni encore moins arithmétique, et qui induira tous les développements sur l'énergie au cours du XIXe siècle. Autre chose aussi pour montrer que c'est une vraie théorie du travail qu'il élabore, et si j'insiste là-dessus aussi, c'est pour vous faire un peu d'épistémologie au sens où, voilà, qu'est-ce que c'est qu'une théorie? Ce que je disais tout à l'heure, c'est un système d'idées validé par l'expérience. C'est pas un truc abstrait. Hein, voilà. Alors, il lutte contre les fausses idées en matière de travail. Hein, il le dit là, tout à l'heure dans son manuscrit. Donc, contrairement à ce qu'on croit, je ne sais pas, vous prenez un bloc de fonte de 150 kg sur une patinoire, est-ce qu'il est difficile à faire bouger ou pas? Prenez une patinoire, un bloc de fonte de 150 kg. Est-ce que je peux le bouger avec le petit doigt? La réponse est oui, enfin bon, peut-être pas avec le petit doigt, j'exagère peut-être un tout petit peu là, j'ai jamais fait l'expérience, mais en fait, oui, avec l'index, disons qu'avec la main, vous le poussez sans problème. C'est-à-dire que, pourquoi ça? C'est quoi qui travaille en fait? C'est marqué. C'est quoi la force qui travaille sur un plan horizontal?
Ben non, c'est pas le poids, justement. Alors justement, c'est ce que dit Coriolis. Le poids sur terrain horizontal ne travaille pas. Donc c'est quoi qui va travailler? C'est quoi qui... Oui? Oui, oui, plus communément appelé. Bon, il n'y est pas là, mais enfin, c'est un terme que j'ai employé tout à l'heure. Oui, oui, la réaction tangentielle ou normale, ou le frottement, quoi, enfin, on va dire. Hein, ça, mais vous avez raison, la réaction tangentielle, oui. Oui, oui, la partie tangentielle du frottement, exactement, oui, merci. Donc voilà, c'est ça, il lutte contre ces fausses idées. Hein, et ces fausses idées, elles étaient encore assez présentes à l'époque, y compris chez les scientifiques, hein, si vous voulez. Il y avait un gros problème à l'époque, un petit peu d'attention, un gros problème qui était l'usure des routes. L'usure des routes, par quoi d'ailleurs? Par quoi les roues pouvaient... j'ai donné la réponse là, mais bon. Par quoi les routes pouvaient-elles être usées? Ouais, par les roues des carrosses ou des carrioles, enfin des diligences, on va dire. Et donc, par la partie en terrain plat, c'était que par la partie frottement, finalement. Voilà, il y a tout un travail qui est fait à ce moment-là. Donc voilà, il lutte contre un certain nombre d'idées reçues qui sont le poids sur terrain horizontal ne travaille pas, le travail est le même qu'on tire l'eau en haut ou en bas du bief, c'est le même travail. Hein. Ah oui, alors ça c'est incroyable, là. Vous voyez des textes à l'époque, mais encore maintenant on trouve on trouve beaucoup de confusion entre travail et puissance encore maintenant, je trouve. Quand vous lisez par exemple, l'énergie produite par une centrale nucléaire en 1 an, il faut prendre la puissance et la multiplier par une durée, et donc ça donne une énergie, évidemment, mais du coup, il y a pas mal de confusions qui sont faites entre énergie et puissance, parce que la puissance, c'est l'énergie divisée par l'unité de temps, et quand vous prenez la puissance produite pendant un certain temps, ça vous redonne une énergie. Et dans les trucs des journalistes, parfois, il y a beaucoup, mais pas seulement des journalistes, il y a beaucoup de confusion encore, je trouve, travail-puissance. Hein. Énergie-puissance. Hein. Et puis, bien sûr, il n'y a pas de machine créant ex nihilo du travail. Hein. C'est quoi ça, le perpetuum mobile? En français, c'est quoi le perpetuum mobile? Ah ben allez-y, vous le savez. Alors, c'est quoi le perpetuum mobile? C'était ce que les savants appelaient comme ça quand ils voulaient faire savant, là. Donc le mouvement perpétuel, il n'y a pas de mouvement perpétuel, donc le travail ne se crée pas ex nihilo, quoi. Donc voilà, c'est en ce sens qu'il fait toute une théorie du travail qui me paraît tout à fait intéressante. Bon, j'ai passé un peu plus de temps que je ne pensais sur ce... Ah oui, ça aussi c'est assez marrant, je l'ai retravaillé ce matin, ça, parce que j'ai même... Oui, alors après, l'unité de travail, alors là pour le coup, là, autant Coriolis, il avait raison pour proposer le mot travail, autant il va se planter, mais il ne sera pas le seul sur l'appellation de l'unité. Alors là, ça vaut le coup de regarder tout ce qui peut germer dans la tête. Le dynamode. Dynamos, c'est quoi? D'abord, c'est quelle langue, dynamos? Du grec. Ça veut dire quoi, dynamos? La force, et plus difficile, odos. Parce qu'on croit que dynamode, c'est la mode ou un mode. En fait, c'est 2 mots distincts, c'est dynamos et odos. Odos qui veut dire un odomètre. Vous voyez ce que c'est, un odomètre? Pour mesurer quand on marche, là, un odomètre, là, les gens qui font de la course, ils ont des odomètres électroniques, donc c'est la distance. Hein. Donc Coriolis, il avait imaginé ce mot-là qui ne fera pas Flores du tout, qui s'appelait le dynamode, parce que maintenant on appelle ça comment? L'unité de travail, c'est quoi? Enfin, à l'époque, on ne l'appelait pas comme ça, l'unité de travail. Messieurs, mesdames, le joule, ouais. Donc à l'époque, vous allez voir la fin du feuilleton, là, le joule, c'est en 1890, je crois. Donc le dynamode, bon, ça on ne peut pas dire que ça ait marché. La dynamie de Navier, l'unité dynamique française, alors là, l'UDF, la pérode. Mais alors là, celui qui me paraît le plus, alors là, ça c'est un truc, je me suis amusé à retrouver dans ma thèse. Qu'est-ce que c'était là? Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Alors, donc KM,
c'est déjà assez confusing, comme on dit, c'est-à-dire km, normalement, ça veut dire kilomètre. Hein. Alors le K, il est pour kilo, et le M pour mètre. Hein. Donc force, kilo, et distance, mètre. Sauf que kilomètre, je suis en train de me moquer un petit peu là de Louis Le Chatelier, un autre polytechnicien là. Mais surtout, alors ça, j'ai jamais vu ça, c'est ça qui me paraît totalement aberrant, c'est de mettre l'unité en puissance. Et pourquoi met-il le km en puissance? Je ne sais pas si vous avez déjà noté des unités. Si vous trouvez dans quelques domaines scientifiques que ce soit une unité en puissance, hein, vous me faites signe tout de suite. Hein. Parce que pour que ça ait germé dans la tête de quelqu'un, ça, c'est pas mal. Hein. Je me moque un peu parce que ça n'a pas fait Flores du tout, là. Et pourquoi la met-il en puissance? S'il ne la mettait pas en puissance, ça voudrait dire quoi? Ben, ça voudrait dire kilomètre. Donc, il invente que K pour force, M pour distance, ça fait Km, et il le met en puissance, parce que s'il le mettait sur la même ligne, ça voudrait dire kilomètre tout bêtement. Donc, il est obligé de passer par ce stratagème qui est de mettre en puissance. Enfin là, c'est de l'imagination scientifique à un point tout à fait incroyable, là. Donc ça n'a pas fait Flores non plus du tout. Bon, comme je vous disais, il y avait des confusions entre puissance et travail. En fait, ce qui va se passer, c'est que c'est les électriciens qui vont mettre tout le monde d'accord en 1889. Hein. Tout ce qui est des mécaniciens, bah, tout ça c'est des mécaniciens, Coriolis, etc., Navier, c'est plutôt des mécaniciens. Et finalement, ils n'étaient pas d'accord entre les Anglais, les Français, le système métrique anglais, le système métrique français. Finalement, c'est l'électricité qui va donner... C'est quoi le travail en électricité? La formule? C'est pas FDS, c'est quoi un travail résistant, par exemple, en électricité? Donnez-moi l'exemple d'un travail résistant. Une résistance? Enfin, je me trompe peut-être, hein, mais c'est quoi le travail résistant d'une résistance? Ouais, allez-y, allez-y. C'est pas un carré tout court, c'est la puissance carré. Vous voyez, c'est moi qui me trompe là. J'ai plus, tout d'un coup, j'ai plus. Et il n'y a pas un 1,5 aussi? C'est pas 1,5 de carré? C'est pas 1,5 de carré? Ah bon, d'accord, ok. Bon, enfin, toujours est-il, ça, il faudrait que je vérifie quand même, si vous avez l'occasion de vérifier, voire de me contredire sur si elle a le temps ou pas, je suis intéressé. Enfin, toujours est-il que voilà, notamment en électricité, il n'y avait pas ce problème de système métrique français ou anglais, puisqu'on perdait la notion de distance et qu'on n'avait que la notion de courant et de résistance. Donc c'est les électriciens, et Joule c'était un électricien à la base. Donc l'unité de travail, c'est comme ce qui explique que, parce que ils ne sont jamais mis d'accord avec leur terminologie, et l'unité de travail finalement, elle vient de l'électricité et non pas de la mécanique, domaine où pourtant le concept était né. Des questions là sur cette partie un peu plus soutenue là, que je vous ai faite là, sur ces histoires d'unité. Ah bah c'est bien, quand je m'arrête, tout le monde s'arrête, donc ça c'est... Donc voilà, je voulais vous faire toucher du doigt tous ces tâtonnements qui me paraissent intéressants, vous voyez, notamment sur l'unité, mais pas seulement, hein, sur la notion, l'erreur de Poncelet dans sa roue à aube, etc. Voilà, ces scientifiques faisaient des erreurs finalement compréhensibles, hein, puisque tout ça n'était pas théorisé. Voilà, bon, ben, je vous ai déjà parlé, on y revient rapidement. Bon, ben, le groupe A, le groupe B, je vous en ai déjà parlé. Une question qui agitait ceux qui ont travaillé sur Coriolis. Coriolis est-il dans la tradition de Carnot ou celle de Lagrange? Alors la tradition de Carnot, c'est celle des ingénieurs savants, hein, c'était la colonne de gauche que je vous ai indiquée tout à l'heure. La tradition de Lagrange, c'est une tradition beaucoup plus mathématique, qui se fiche un peu de la technique et des applications, qui c'est une tradition très mathématique, les forces vives, etc. Donc Coriolis, on peut le mettre au milieu, moi je le trouve plus dans la tradition de Carnot, il est plus ingénieur savant, en tout cas il n'est pas dans la tradition mathématique classique, hein. Donc voilà, c'est ça. Oui, tiens, c'est bon ça, je sais pas. Bah, il inscrit les intuitions et les travaux de Carnot dans la rigueur mathématique lagrangienne.
c'est un peu ça, quoi. Parce que Carnot, c'était un peu pointilliste, si vous voulez. Il n'y avait pas cette formalisation, c'était pas un grand formaliste, quoi. Voilà, c'est en ce sens que j'ai appelé ma thèse Coriolis un théoricien de la mécanique appliquée. Bon, je vous l'ai déjà montré sur le travail, je ne vais pas y revenir là. Voilà des citations qui montrent que, voilà, c'est ça que je veux vous montrer, c'est que les sciences, les mathématiques et la théorisation physique aident à comprendre. On formalise à partir des problèmes techniques un certain nombre de nouvelles théories finalement. Hein. Vous avez cette phrase tout à fait incroyable, la théorie fournit le moyen de suppléer à ce que l'expérience ne peut donner. Hein. Je ne sais plus à propos de quoi il dit ça. Alors ça rappelle une phrase de Boltzmann que je vais vous demander, que vous allez regarder là parce qu'elle est assez amusante. Je ne sais plus, c'est Boltzmann cité par Bouvresse. Il n'y a rien de plus pratique que la théorie. Alors là, on joue, c'est un peu un jeu de mots parce on joue sur le terme pratique au sens commode. Mais je trouve que c'est une assez jolie phrase. Hein, c'est Boltzmann et toute la physique théorique, elle naît à partir de Boltzmann, justement, de Maxwell, de Boltzmann, d'Einstein, de Planck. Toute cette physique théorique, elle naîtra à la fin du XIXe siècle. Et cette phrase, elle est assez amusante, je trouve. Il n'y a rien de plus pratique que la théorie pour expliquer un certain nombre de choses. Hein. Donc, il ne faut pas se goberger de théorie, de n'être que là-dedans. Mais cette phrase est assez jolie. Il n'y a rien de plus pratique, il n'y a rien de plus commode que la théorie. Donc maintenant, si je prends pour cette partie sur les ingénieurs savants, finalement, quelques parcours comparés, ben voilà, Coriolis, on en a un petit peu parlé. Voilà, bon, ben c'est quelqu'un qui meurt jeune, hein, à 51 ans. Hein, ben on n'a pas regardé la vidéo du jeu de billard, je ne sais pas si... Ah oui, tiens, je n'ai pas parlé, on va y revenir quand même. Ah bah, c'est bizarre parce que alors j'ai... Ah bah je suis pas connecté là, non. En Wi-Fi? Bon alors Jean-Marc, vous, ça vous apparaîtra comme pas très intéressant parce que vous... Bon, merci la publicité en plein cours là. Voilà, c'est un peu ce que vous me racontiez, ça. Ah, c'est ça, d'accord, ok. Ah ouais. Je ne sais pas combien de temps ça dure, mais facile. Bon. Bon, vous me dites que ça recommence au début parce que là, c'est un peu... On s'en lasse pas finalement. Après, je vous dirai pourquoi je vous ai montré ça, parce que ça paraît comme un interlude. J'ai perdu ma slide. Oula, je n'ai pas allé jusqu'au bout de cette vidéo. C'est pas mal ça, la bille qui fait un point fixe, là, pratiquement. Ah, oui, vous avez vu le saut de la bille, là, oui, c'est... Bon, enfin, on voit l'idée, quoi, je veux pas non plus. D'accord. Donc, je ne sais pas, j'ai oublié une slide, c'est très embêtant ça. Ce que je voulais vous dire, c'est que attendez, ça va pas du tout, là, j'ai oublié un truc.
Ah bah si, c'est là, oui. Ah oui, oui, mais non, on n'a pas du tout terminé avec Coriolis, oui, pardon. Donc vous aurez la vidéo, oui, non, je ne sais pas pourquoi j'ai fait un... Oui, donc voilà, les ingénieurs savants, ah oui, c'est pas pour clore un peu les ingénieurs savants, là. Donc vous voyez, Davier, oui, alors Poncelet, ça vous dit, c'est des noms qui vous disent quelque chose, à part que j'ai parlé de la route Poncelet tout à l'heure, mais je ne sais pas si ça vous dit quelque chose encore, parce que Poncelet, c'est un peu le contre... Enfin, Lamé, je vous ai dit tout à l'heure, Lamé, il était classé dans la colonne de droite, je vous ai dit qu'il avait deux parcours, en fait, Lamé. Lamé, il part en Russie de 1820 en 1830, à 1830, dans le cadre de coopération franco-russe de la Restauration, et il fait toute la résistance des matériaux. C'est là qu'il invente, à partir des voûtes des églises orthodoxes russes, il calcule les coefficients de Lamé, etc. Et puis après, quand il rentre en France, ça va devenir un mathématicien beaucoup plus traditionnel. Il voudra démontrer le grand théorème de Fermat, d'ailleurs. Enfin bon, il aura d'ailleurs des résultats intermédiaires intéressants. Donc Lamé, il est une partie ingénieur savant et une partie mathématicien classique. Poncelet, c'est le contraire. Il fait la campagne de Russie, c'est un militaire, polytechnicien toujours, mais plutôt militaire. Il fait, pendant qu'il est emprisonné en Russie, pendant les campagnes napoléoniennes, cette fois-ci, il est emprisonné en Russie, il fait tout un truc sur la géométrie projective, les coniques de Poncelet, enfin on a un petit peu oublié ça, mais c'est des résultats de géométrie, et c'est quand, après il rentre en France, lui, il devient, il est avec les fabricants de roues, etc., ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, il devient ingénieur savant. Donc vous pouvez avoir les deux optiques. Alors pour continuer avec Coriolis, on va quand même essayer de voir... donc ces années 1830, 1836, 1835 son année admirable, Annus Mirabilis. Donc bon, je vais passer un peu vite parce que a quand même pas mal travaillé là. Donc vous voyez, ça c'est extrait des articles de Coriolis. Donc il met le 2 en dénominateur et puis il explique que c'est le travail des forces et le travail des forces d'entraînement qui est là. Hein. Il introduit ce qu'il appelle la force d'entraînement dans un mouvement relatif. Hein. On va lire cette phrase parce que c'est intéressant de se reporter au texte d'époque. Cette équation renferme ce théorème que le principe des forces vives, vous voyez, il emploie toujours les anciens termes, a encore lieu dans le mouvement relatif aux axes mobiles, pourvu qu'aux quantités d'action, hélas, il n'emploie toujours pas son terme travail, vous voyez, il l'a proposé, mais il ne l'emploie pas, c'est typique ça des scientifiques qui n'osent pas franchir le pas, il aurait dû mettre au travail, là, ici, donc il appelle ça les quantités d'action, calculées avec les forces données P et les arcs DSR, là, le mouvement traditionnel. On ajoute d'autres quantités d'action qui sont les quantités d'action d'entraînement, des forces PE, et il donne la définition des forces d'entraînement, hein, E comme entraînement, qui sont égales à opposer. Enfin bon, ça c'est la définition d'une force d'entraînement. Donc il y a un premier article en 1831 où il définit la notion de force d'entraînement, et un deuxième article, je vous le montre comme ça, où il définit ce qu'il appellera les forces centrifuges composées. Hein. Et là, on voit... Hein, qu'est-ce que vous reconnaissez là-dedans? C'est quoi comme expression, ça? Enfin, je veux dire, quand vous avez des Y et des Z dans la ligne des X, des Z et des X dans la ligne des Y, ça vous rappelle quoi? Un quoi? Hein? Oui, allez-y. C'est un rotationnel, enfin, on va dire plus simplement peut-être un produit vectoriel, on va dire. Donc, et la force de Coriolis, j'aurais dû la mettre ici, c'est 2 oméga vectoriel V. Hein? C'est 2m oméga vectoriel V. Hein? V étant ce vecteur-là, dx, dy, oméga étant le vecteur PQR, c'est par exemple l'axe de rotation de la Terre, hein, PQR, et m étant la masse. Donc on voit typiquement là, il faut vous rappeler que c'est des gens qui n'avaient pas à leur disposition la notation produit vectoriel. Hein. Donc, si vous voulez, l'article de Coriolis, à chaque fois, il se tape les 3 équations, à chaque fois, si vous voulez. Donc, mais on reconnaît bien là le 2m oméga vectoriel V, vous l'avez dans son article, là, vous l'avez là. Hein. Tout le monde arrive à voir le oméga, là, enfin, le oméga, le V, là, et le fait que c'est un produit vectoriel caractérisé par le fait que les Y et les Z sont dans la ligne des X, etc., quoi. Que vous retrouvez là-haut, d'ailleurs. Hein. Et là, vous avez le M gamma. Hein? Donc le F égale
voyez? Et donc, finalement, ça revient à ajouter au principe de Newton la force de Coriolis ici. Donc, ça revient à trouver dans le principe de Newton comment on adapte le principe de Newton, la deuxième loi de Newton, à un repère en rotation par rapport à un autre, dans un repère en rotation par rapport à un autre. Donc c'est là que je voudrais vous faire toucher du doigt, c'est que même s'il n'y avait pas le produit vectoriel tel que vous l'écrivez aujourd'hui, il était dans ces... Alors, est-ce qu'on va lire ça? Oui, on va lire les secondes, donc celles-là, là, de Saint-Simon. Et donc, voilà, là je reste dans mon sujet qui est 1795-1840. Les Dombres disaient 1790-1825, quelque chose comme ça. Bon, enfin, en gros, c'est ces périodes-là. Pourquoi ça s'arrête, en fait? Pourquoi on fixe des bornes à ça? Et qu'est-ce qui prend la relève, alors? Pourquoi je dis que c'est un âge d'or de la science en France? Parce qu'à ce moment-là, dans cette période-là, ces 40 années, on peut considérer que c'est vraiment en France que se passe l'avancement de la science européenne, en fait. Hein, vraiment, avec tous les gens qu'on a vus là, c'est vraiment en France que ça se passe, en Angleterre un petit peu, mais surtout en France, cet aspect théorisation. Les Anglais étaient à la limite plus en avance sur les machines de Watt, etc., les routes, le macadam, etc. Mais en théorisation, on avait vraiment un temps d'avance. Et puis ça s'arrête. Et en fait, bon, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais je voudrais vous faire comprendre divers phénomènes là, parce que c'est important sur la notion, vous êtes des ingénieurs, et la notion, alors là on parle d'ingénieurs à un moment historique totalement différent, mais je pense qu'on est tous un peu les héritiers de cette tradition. Donc c'est des ingénieurs savants qui sont des scientifiques avant tout. Donc j'ai essayé de vous le montrer. Et ce qui va se passer après, c'est que cette idée d'ingénieur savant, ça va s'arrêter pour diverses raisons, on pourrait rentrer dans les détails, mais ça va être des enseignements plus classiques. C'est les mathématiciens vont reprendre la main, vont former, et ils vont former les ingénieurs, les polytechniciens à ce moment-là, à partir des années 1840, seront les ingénieurs de la seconde révolution industrielle. Hein. La première, la France n'était pas très au point. La seconde révolution industrielle, celle du chemin de fer par exemple, là, il va y avoir des ingénieurs, justement dans la tradition saint-simonienne, hein, celle de cette utopie industrielle. Vous allez avoir des ingénieurs, d'ailleurs, qui étaient saint-simoniens, qui créent les grandes compagnies de chemin de fer à ce moment-là. Donc la France prend bien le virage de la seconde révolution industrielle. C'est, je vous l'ai dit, la naissance d'une technocratie. C'est aussi, ça veut dire quand même que la science va légèrement décliner. Hein, ah oui, non, ça c'est ma conclusion. La science va légèrement décliner au sens où finalement les grandes avancées scientifiques à la fin du 19e siècle, elles n'ont pas lieu en France. Hein, je vous l'ai dit, c'est Maxwell 1865, l'Écossais, Boltzmann l'Autrichien 1880 et quelques, Einstein et Planck 1900-1905. Enfin, donc il y a des exceptions bien sûr, mais les grandes avancées de la physique théorique ne se feront pas en France finalement parce que on n'avait plus ce substrat qui existait à l'école polytechnique à l'époque. Hein. Alors petit à petit, l'école normale supérieure qui est créée à peu près au même moment d'ailleurs, en 1794, pareil, va prendre le dessus scientifiquement et ça va être surtout des mathématiciens donc, et des physiciens qui prendront le dessus. Et enfin voilà, c'est... Est-ce que vous savez qui c'est lui ? Bon, c'est quelqu'un qui a été PDG de Renault, qui est un polytechnicien à corps des mines, là, justement, qui a été assassiné en 1986. Et moi, on a un peu travaillé sur lui quand pour le 25e anniversaire de son assassinat. Donc en 2011, on a publié un numéro spécial, fait un article dans les Échos, etc. Et voilà, c'était une figure tout à fait intéressante. Est-ce que, l'idée que je voudrais faire passer, c'est que
la technocratie, le pouvoir par la technique, a structuré la France à partir de la Troisième République. Voilà, c'est un peu spéculatif ce que je vais vous dire là, mais ça mérite d'être discuté. La technocratie, c'est-à-dire le pouvoir des ingénieurs, le pouvoir par la science. La science a été un élément important au moment de la Troisième République. La science était plus égalitaire. On pouvait accéder à la science plus facilement qu'aux lettres, parce que les lettres, ça dépendait de votre famille, etc. Tandis que vous pouvez être plus facilement scientifique, c'est du moins ce qu'on pensait à l'époque, indépendamment de vos origines familiales, vous pouvez plus facilement comprendre la science. Donc l'école laïque est obligatoire. En 1880, Jules Ferry s'est beaucoup basé sur la science, sur une forme aussi de positivisme d'Auguste Comte, qui était le développement par la science, comme Saint-Simon, le développement par la science et la technique. Bon, il me semble que la France pays d'ingénieurs, ça s'est petit à petit arrêté et que nos cadres dirigeants maintenant sont moins des ingénieurs, des visionnaires industriels, des Saint-Simoniens que des énarques, des HEC, des Sciences Po, etc. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a plus d'ingénieurs, la preuve, on en a, des ingénieurs qui sont tout à fait importants, mais voilà, on avait une espèce d'élite technocratique qui guidait le pays à travers une certaine vision industrielle. Et maintenant, c'est devenu, c'est vrai, une vision avec la mondialisation. On est plus anglo-saxonisé, on est plus financier. Et c'est vrai que des ingénieurs comme Georges Besse, patron de Renault, on en trouve plus rarement maintenant. Enfin voilà, c'est assez spéculatif ce que je dis là, ça mérite discussion. Quelle est la place exactement de la science et de la technique dans une vision de société? Voilà, c'est ça que je voulais vous faire toucher du doigt. C'est-à-dire, pour parler clairement, par exemple, la place aux experts, par exemple, le président de la République élu en mai dernier, il y a des interviews où il se réclame de Saint-Simon, si vous voulez, donc c'est intéressant, c'est vraiment, c'est la parabole de Saint-Simon que je disais tout à l'heure, illustrée, c'est-à-dire foin des hommes politiques, etc. C'est nous les experts, c'est nous qui avons pris le pouvoir. Enfin, c'est du saint-simonisme pur et dur. D'un autre côté, à l'intérieur de cette technocratie-là, et si je vous prends le pouvoir actuel, c'est pour vous donner une image, hein, à l'intérieur de cette technocratie-là, est-ce que c'est plus des énarques, des HEC, des Sciences Po ou des ingénieurs, comme ça a pu être, comme tout le développement industriel de la France s'est fait au cours du XXe siècle? J'ai l'impression que la première tendance a pris le dessus quand même. Ce qui nous interpelle tous en tant que formés au raisonnement scientifique, ça peut nous interpeller en effet. Et voilà, c'est pour vous illustrer que c'est un problème assez actuel finalement. Qu'est-ce qui a le pouvoir? Est-ce que c'est un pouvoir industriel, un pouvoir financier? Quelle technocratie a le pouvoir à l'heure actuelle? Je pencherais plus pour la deuxième alternative à l'heure actuelle, enfin, donc des gens pas forcément formés à la science. Et je dirais, pour terminer, une dernière phrase, justement sur ce rapport à la science dans la société et dans ses élites, dont vous faites partie, hein, c'est important à mon avis, c'est de... vous voyez, on dit toujours la culture scientifique fait partie de la culture générale. Pour moi, c'est enfoncer une porte ouverte que de dire ça. Moi, je renverse l'idée, c'est-à-dire les gens disent la culture scientifique fait partie de la culture générale, c'est tellement évident que... Je dirais même que toute culture générale doit être scientifique. Alors, je vais m'expliquer là-dessus et ce sera ma dernière phrase. Toute culture générale doit être scientifique, ça veut dire que même dans votre approche des problèmes qui ne sont pas scientifiques, c'est-à-dire d'essayer de comprendre ce qui se passe, le terrorisme, les inégalités, etc., dans des problèmes qui ne sont pas scientifiques, des problèmes de culture générale, d'approche de problèmes, toute culture générale doit être scientifique, c'est-à-dire votre approche, il serait bon que l'approche de tous soit scientifique, c'est-à-dire d'avoir un raisonnement un peu construit
dans un monde où vous avez des fake news, etc., de plus en plus de relativisme, que toutes les opinions se valent, etc., et je pense qu'avoir un raisonnement scientifique, y compris sur des sujets de culture générale, c'est-à-dire d'idées générales, c'est-à-dire de se faire sa propre opinion, à partir de votre formation scientifique, me paraît tout à fait important. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué, c'est-à-dire je renverse l'idée que la culture scientifique fait partie de la culture générale, qui me paraît vraiment évident, ça, on n'en est plus là, me semble-t-il, mais que toute culture générale doit être scientifique, c'est-à-dire toute approche des sujets de société devrait être fondée sur un raisonnement construit, c'est-à-dire une démarche scientifique dans l'acception la plus large. C'est ça que c'est sur ces vœux pieux ou ces auspices que je voudrais terminer, et en vous remerciant de votre attention, quoique un peu bruyante parfois, mais j'ai l'impression assez égale quand même. Voilà, merci. Est-ce que vous avez des questions concernant cet exposé remarquable sur les ingénieurs du 1780-1830? Question? Oui? Est-ce que vous avez connaissance de pays qui voient encore la technocratie qui fonctionne vraiment avec un système comparable? Oui, c'est une bonne question, ça je la répète peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui fonctionnent avec ce système de technocratie saint-simonienne, c'est-à-dire technique, un peu par la technique Ouais, alors je ne suis pas un spécialiste des comparaisons internationales, je travaille sur la France. Je répondrais déjà peut-être un pays comme l'Allemagne. C'est un pays qui n'a pas connu ces espèces, où la science et la technique jouent un rôle important encore, je pense, dans la façon dont sont définis les pouvoirs. Ouais, c'est vrai qu'un docteur ingénieur en Allemagne, c'est quelque chose, non pas seulement par le titre, par le poids que ça peut avoir. Il me semble que l'Allemagne a résisté à ce mouvement d'anglo-saxonisation, finalement, qui est sont dirigés perpendiculairement aux vitesses relatives et à l'axe. Donc c'est la définition de la force de Coriolis. Elle est perpendiculairement aux vitesses et à l'axe. C'est normal que c'est un produit vectoriel. Il est perpendiculaire aux deux éléments du produit. Hein. Elles sont égales au double. Mais donc vous les avez là dans sa 2mv vectoriel oméga. Ce que je voulais vous faire toucher du doigt simplement, c'est que l'article de 1831, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est simplement une équation scalaire. Hein, c'est scalaire, c'est-à-dire c'est en une dimension, tandis que son article de 1835 est plus élaboré, c'est une équation vectorielle du mouvement relatif. Et le principe des forces, bon, ça devient un cas particulier. Voilà. Alors il faut savoir que ça mettra très longtemps à être admis, tout ça, c'est-à-dire que l'approche par Coriolis très très générale, hein, je vous rappelle qu'on part d'une goutte d'eau dans une roue à aube, et que ça va entraîner et que Coriolis le traite dans sa plus grande généralité. Hein. Je pense que maintenant on n'enseigne pas la force de Coriolis comme Coriolis l'a introduite. Hein, on fait des dérivations beaucoup plus simples. Et d'ailleurs, ça mettra un temps assez important. Je vous ai dit que le pendule de Foucault, 1851, 8 ans après la mort de Coriolis, on met à peu près 8 ans à ce... Et encore, tout le monde ne l'admet pas. Hein. Bon, la vidéo, on l'a... Ben voilà, c'est là, on l'a vu, la vidéo. Hein. Allez, voir si c'en est une autre, ça. Bon, c'est la même, hein, merci. Je suis obligé du coup de... Donc, pourquoi... Ouais, ce que je voulais vous montrer, c'est que Coriolis fait en 1835, la même année, une théorie mathématique des effets du jeu de billard. Et alors, un capitaine napoléonien qui s'appelait Mingo avait inventé en prison un truc tout à fait révolutionnaire pour le billard. Est-ce que vous voyez ce que c'est que le procédé, ceux qui jouent au billard? Qu'est-ce que c'est le procédé? Le procédé, c'est la petite rondelle hémisphérique sur laquelle vous mettez de la craie, là.
Et c'est Mingot, ce capitaine napoléonien, qui invente ça. C'est-à-dire que avant le jeu de billard, il n'y avait pas ce petit truc. C'était un jeu complètement stupide, si vous voulez. Ça revient à pousser des boules avec un peu comme un bilboquet. Enfin, ça n'a aucun intérêt, si vous voulez. Et en créant cette petite rondelle hémisphérique qui est au-dessus, qui est au bout de la queue de billard, on crée des chocs sphère contre sphère. Et avec des chocs sphère contre sphère, vous pouvez faire tous les effets qui ont été vus tout à l'heure dans la vidéo, si vous voulez. Par exemple, en tapant, ce que vous disiez là, en tapant, on l'a vu à un moment, si vous prenez carrément un angle, peut-être pas vertical, mais presque vertical, et que vous tapez la boule en haut, elle fait un effet complètement incroyable, mais vous n'avez pas besoin de cas aussi extrêmes, vous avez des effets. Un choc sphère contre sphère fait que la boule peut revenir en arrière, en fait. Hein. C'est ça qui est intéressant. Et Coriolis, à mon avis, c'est un exemple incroyable en histoire des sciences où un sujet est tué. C'est-à-dire qu'il fait la théorie du jeu de billard, il n'y a rien à ajouter, quoi. C'est-à-dire qu'il y a éventuellement quelques petites erreurs parfois. C'est pas toujours très simple, donc il y a des gens il y a des auteurs contemporains qui font de la vulgarisation du livre de Coriolis 1835. Mais Coriolis a tout écrit sur la théorie du jeu de billard. Hein, et peu importe que ce soit le billard américain ou français, on s'en fiche, c'est le choc d'une bille contre une bille, le choc d'une bille contre une bande. Et il a tué son sujet, si vous voulez, donc voilà, c'est pour vous montrer que... Alors lui n'était pas forcément un grand joueur, mais le général commandant l'école polytechnique, là, Tolosé, était un très bon joueur, et il passait ses soirées, puisqu'il était directeur des études là-bas, à regarder, et puis voilà, à l'époque on ne regardait pas les vidéos, les trucs, on jouait au billard, et on regardait jouer au billard, et donc c'est comme ça qu'il fait sa théorie des effets du jeu de billard. Vous voyez, quand une bille elle avance par là et elle tourne dans l'autre sens. Hein, c'est ce qu'on appelle l'état rétrograde de rotation avec un certain effet. Petit à petit, cet état rétrograde, il s'amenuise, il y a un état de glissement pur et le frottement du... Là, cette rotation, elle est due au coup qui est donné d'une certaine manière. Cette rotation s'amenuise et là, c'est la bande verte qui donne la rotation dans l'autre sens, état de rotation normal. Donc on passe d'un état de rotation rétrograde à cause du coup, donné d'une certaine manière, ça s'amenuise, la rotation rétrograde. Il y a un moment où il n'y a pas de rotation du tout, ce qu'on appelle l'état de glissement pur, et après, l'état de glissement pur n'existe pas parce que le frottement du velours induit une rotation normale dans l'autre sens finalement. Donc voilà, en géométrie projective, c'est des trucs assez difficiles à comprendre, c'est de la géométrie projective, je ne sais pas si vous en faites, moi je ne suis pas spécialiste de ça, mais voilà ce qu'on trouve dans le livre de Coriolis, ou des schémas comme ça qui sont plus compréhensibles là, où on voit les deux billes là, une qui est frappée d'une certaine manière, et bon, je ne sais plus qu'est-ce qui se passe là, si c'est celle-là ou... Voilà, le genre de schéma qu'on trouve. Bon, ben, je vous ai dit en gros... Des questions sur cette partie-là, parce que j'aborde ma troisième partie plus prospective, plus, on va dire, politique, mais enfin plus prospective, on va dire. Donc ça, c'est mon livre, et ça, c'est un livre qui est tout à fait remarquable à Jean d'Ombre, Naissance d'un nouveau pouvoir. Sciences et savants en France, 1793-1824. Vous voyez, toujours un peu les mêmes périodes, comme Grattan, Guinness. Et en fait, Jean d'Ombre... Il était parti d'une constatation, c'est que dans toute l'historiographie de la Révolution française, et il s'en est écrit des livres sur la Révolution française, il manquait quelque chose. C'était quoi alors? Qu'est-ce qui manquait à l'historiographie? Alors ça, vous aviez sur la Terreur, sur les Girondins, les Montagnards, etc. Et il manquait quoi? Ben, il manquait la place des scientifiques, justement, le pouvoir exercé par... La place importante de la science dans la Révolution, c'est grâce à des gens comme d'Ombre que ça a été étudié là. Donc là, celui-là, je ne sais pas qui c'est. Monge, Carnot, Laplace, j'aurais dû réviser. Voilà, donc c'est des gens comme Jean et Nicole d'Ombre qui, face aux historiens traditionnels de la Révolution française, rappellent quel est le rôle des savants à ce moment-là. Bon, des questions sur cette partie ?
Alors maintenant, je vais me lancer un peu dans une prospective sur eux, mais ça sera rapide, hein, ça terminera notre... J'espère que vous aurez des questions après, alors. Sur qu'est-ce que c'est devenu cette notion d'ingénieur polytechnicien, finalement, et qu'est-ce qu'il en reste, en fait. Alors d'abord, est-ce que vous savez qui c'est, lui? Alors ça, c'est pas du tout évident, donc... Ah bah bravo. Alors celui qui a dit ça, c'est qui? C'est qui, pardon? Lequel est-ce, pardon? Alors là, Alors, d'accord, alors dites... je vais vous donner le micro, vous allez nous dire qui est Saint-Simon. Alors, ça vaut le coup, là. Ah oui, c'est marqué, alors, ouais. Je comprends mieux, ouais. Bon, bah, comme quoi ça sert d'avoir deux points de vue différents. Oui, donc c'est Saint-Simon, absolument, vous avez raison. Donc il y a deux Saint-Simon, hein, donc le duc de Saint-Simon, qui est un mémorialiste de Louis XIV, là, hein, souvent on entend. Et ça, c'est le comte de Saint-Simon, donc 1760-1825, qui crée un peu ce qu'on appelle une utopie industrielle à l'époque, à savoir, et il entraînera beaucoup de polytechniciens avec lui, finalement, d'essayer de dire qu'il faut faire confiance aux forces vives de la nation, en quelque sorte. Il y a la fameuse parabole de Saint-Simon, qui est un texte tout à fait incroyable. La parabole de Saint-Simon, c'est un texte, je ne sais pas quelle année exactement, il dit si on perdait, si par un affreux accident, si on perdait monsieur, frère du roi, tous les princes du sang, tous les archevêques, etc. Enfin, vous voyez en gros, bon, tout le monde serait très triste, évidemment, parce que ce serait une grosse perte catastrophique. Enfin, pas catastrophique, justement, ce serait une grosse perte, ce serait très triste. Si on perdait tous les industriels, les artisans, etc., et il énumère un certain nombre de choses, c'est un texte tout à fait étonnant. Alors là, ce serait beaucoup plus embêtant pour la nation. Non seulement on serait triste, mais on serait complètement démunis, etc. Donc c'est l'époque où, si vous voulez, c'est un peu un renversement lié à la Révolution qui est de dire, voilà, il écrit pendant la Restauration, hein, c'est pour ça qu'il écrit Monsieur, frère du roi, etc. Mais c'est de dire, voilà, les forces vives de la nation sont plus importantes que ces forces aristocratiques, finalement, et qu'il faudrait faire confiance à ces forces vives, il faudrait leur donner le pouvoir, il faudrait donner le pouvoir aux industriels, aux artisans, etc. Et cette idée, cette théorisation de donner le pouvoir, on va dire à la technique, ça porte un nom, qui est quoi? Qui n'est pas marqué là alors. C'est quoi le pouvoir au technicien, le pouvoir par la technique? Ouais, allez-y, oui, bah oui. Ça s'appelle là? Je l'ai entendu. Technocratie, voilà, c'est ça. Donc, si vous voulez, c'est la naissance de l'idée de technocratie hein, qu'il y a chez Saint-Simon, qui est de dire, voilà, seuls ceux qui sont compétents, ce sont les experts, si vous voulez. Hein, Bon, enfin, on ne va pas faire de politique actuelle, contemporaine, là. Enfin, on y arrivera peut-être de toute façon forcément, mais donc à partir de faire beaucoup de marketing et de communication finalement. Alors c'est une réponse un peu facile de vous dire l'Allemagne. Ma première réponse aurait été de vous dire dans les pays de l'Est ou les pays baltiques, il y a encore cette culture technique, je pense, qui reste au pouvoir. Après,
Après, vous avez aussi les autres extrêmes qui ne sont pas très bons. C'est par exemple la Chine, la Chine communiste, c'est un pays de gens qui sont formés à la science et pas pour le meilleur, si vous voulez, donc, puisque ça reste un pays totalitaire quand même, quoi. Donc quand vous regardez les CV des dirigeants chinois, c'est souvent des CV scientifiques, etc. Donc je veux dire, il peut y avoir aussi le revers de la médaille, quoi, hein. C'est pas forcément l'élite éclairée, quoi, hein. Mais cet aspect... est-ce que c'est la formation scientifique et technique ou la formation marketing-communication qui a le dessus, enfin je vivais à la grosse là, est un sujet important, je pense, dans l'analyse des différents pays. Enfin voilà, je ne peux pas répondre plus avant à votre question, mais j'essaye d'alimenter votre réflexion comme ça. L'Allemagne, c'est une excellente réponse, puisque vous savez sûrement Angela Merkel est docteur en égalité. Oui, voilà. Tout à fait, oui. D'autres questions? Bien, nous avons remercié à nouveau.